Bonsoir. Je suis Aïe Renaud de sa vie, togolais comme il a dit, écrivain. Jodje te doré, afofié d'ame massan, siam l'homme da siamime, agnognon kele, amewa madoré, jome. Quand j'étais enfant, ma grand-mère était vendeuse de produits maraîchers. Laitue, oignons, carottes, poivrons, tout ça. Donc elle en ramenait souvent à la maison. Du coup, on avait beaucoup de restes et on faisait assez souvent de la salade. Des salades en famille, souvent les mercredis et les vendredis. Et on était un peu connus dans le quartier parce que c'était un quartier un peu populaire comme ceux qui faisaient souvent de la salade. Et pour ceux qui connaissent un peu le mode je dirais, alimentaire au Togo, la salade c'est un peu la nourriture des riches, on va dire. Du coup, on était assez contents quand même de manger régulièrement de la salade. Et pour moi, ça fait partie des plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est les repas en famille comme ça, autour de ce plat tout simple, mais quand même qui nous rendait assez uniques et qui nous réunissait. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ma grand-mère a pris sa retraite il y a longtemps en tant que vendeuse de produits maraîchers. Et ceux qui ont pris la relève de son activité, c'est-à-dire de produire ce genre d'éléments et de nous les offrir, c'est-à-dire les maraîchers, les vendeurs, les distributeurs, ont des soucis à se faire. Eux, aujourd'hui, ont des soucis à se faire. Ma grand-mère, elle, bon, elle est un peu loin de tout ça aujourd'hui, mais ceux-là ont des soucis à se faire à cause des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement climatiques, les saisons, bref, tout ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Et je me suis posé la question, comment expliquer à ma grand-mère aujourd'hui, dans le confort de sa retraite, pourquoi ses collègues d'aujourd'hui ont des problèmes et ont des défis à relever? Comment je lui explique les changements climatiques? Je me suis dit que j'allais lui expliquer, bon, en tant qu'écrivain, tout ça, ça m'intriguait, j'allais lui expliquer en tant que national et lui expliquer ça dans ses mots à elle, c'est-à-dire dans notre langue maternelle, l'Evemina. Et c'est là où j'ai été confronté au défi, au dilemme. Je me suis dit, bon, changement climatique, Amina, comment je dis ça? Pour ceux qui connaissent un peu, le climat, ça serait Ayame Nonome. Bon, changement, trop, donc ça ferait Ayame Nonome, trop. Bon, ouais. Du coup, je dis, c'est pas assez consistant. Qu'est-ce que ça dit? À quoi ça renvoie? Est-ce qu'on voit vraiment? Est-ce que ça a la même charge, par exemple, en français de dire changement climatique ou en anglais climate change, que de dire Ayame Nonome trop, par exemple, dans la langue de chez nous. Donc, j'ai poussé un peu la réflexion et c'est là que ça m'a frappé. Ça m'a frappé de me rendre compte qu'en réalité, derrière le simple fait de la langue, il y avait des choses bien plus profondes que ça. Ça m'a frappé de me rendre compte que nos anciens, nos ancêtres, nos grands-parents, ou peut-être même nos parents, pour ceux qui sont un peu plus vieux, vivaient en réalité dans un univers ancré dans les cycles climatiques. C'est-à-dire on suivait les respirations du temps, des saisons, et on avait en réalité ancré tout le langage même là-dedans. Par exemple, justement, pour ceux qui ne dormaient pas durant leur cours d'EV, et quand ils étaient sur les bancs, c'était matière facultative, mais quand même, la chanson que j'ai chantée au début, vous l'avez reconnue, ce sont les mois dans notre langue. Donc, Jodje, Jovete, Doré, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom en réalité des mois en EV est ancré dans les cycles naturels, normaux, je dirais, du climat. Pour prendre un exemple, août et juillet. Juillet, Siam l'homme, par exemple. Siam l'homme, ça veut dire sèche-moi, enlève-moi, sèche-moi, enlève-moi. Étendre le linge et l'enlever. Pourquoi? Tout simplement parce que la période de juillet, normalement, est marquée par des pluies épisodiques intermittentes. Et donc, quand on séchait le linge, on était obligé de l'enlever assez régulièrement. Pareil pour Dassem, le mois d'août, normalement, la période, est marquée par celle où on faisait l'huile de palme, parce que la récolte était faite. Et donc, on mettait, ça veut dire littéralement mettre la main dans l'huile. Donc, vous voyez, avec ces petits éléments, on voit comment, en réalité, les anciens étaient ancrés dans les cycles naturels du climat. Pareil pour nos cousins, par exemple, nos cousins font à côté. Parce que ça m'intéressait, je me disais, est-ce que c'était nous seuls? Je me suis rendu compte que même eux, par exemple, le mois de janvier correspondait au mois de la sécheresse. Vous voyez, mars, c'est la première pluie de l'année. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Août, c'est le mois du froid.
Vous voyez? Et décembre ou par exemple, c'est les mois de l'harmattan. C'est-à-dire que dans un monde où le climat change, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des mots en réalité qui sont ancrés dans l'ancienne réalité, j'ai envie de dire. Et donc, cela m'a fait me rendre compte que nos anciens avaient déjà le sens du temps normal. Et donc, que dans la perte du matériel linguistique, en réalité, il y a l'évidence du fait climatique. Et donc, quand on pense depuis nos langues, on comprend mieux, j'ai envie de dire, l'ampleur du défi. Ce n'est pas seulement une érosion côtière, mais c'est aussi ce que j'appellerais une érosion culturelle. Et donc, cela appelle vraiment à recentrer nos réflexions autour de nos langues. Ça part de là. En partant de là, on comprend comment nos anciens, j'insiste là-dessus, pensaient ces catégories-là. Aujourd'hui, dans un contexte où on emploie systématiquement les concepts d'autrui, on dort sur la natte d'autrui, comme dirait Kiki Zerbo. Et comme il dit, dormir sur la natte d'autrui, c'est comme dormir par terre. Alors c'est vrai que la chanson d'aujourd'hui dit on est assis par terre, est-ce qu'on peut encore tomber? Mais quand même, il faut se poser la question. Il faut se poser la question de quelle est notre natte à nous, sur ce radeau, qu'est le changement climatique, et comment on produit en réalité nos catégories. Parce que dans un contexte où on est envahi par une nuée de mots, changement climatique, CO2, on parle aujourd'hui de résilience, et tous ces mots en réalité qui font joli mais qui nous viennent souvent d'ailleurs et qui sont un peu des papiers bien emballés dans de jolis papiers cadeaux. Mais quand on déballe, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Oui. Résilience, par exemple, dans la langue de vos grands-parents, pour poser la question dans la langue maternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Oui. Pour un continent qui participe aussi peu finalement à la pollution en général, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là quand on les questionne dans nos langues à nous? Oui. Et s'armer intellectuellement face à l'avalanche de concepts qui est nombreuse, hein, parce que souvent les concepts viennent avec les subventions et les financements. Et l'ONG qui veut reprendre ça ici, vous dites obligé un peu de formuler la chose sur la natte d'autrui. Et donc, maîtriser nos outils linguistiques, penser un peu dans nos langues, ou en tout cas s'appuyer dessus, parce qu'on est tous immergés dans les langues héritées de l'histoire coloniale, il ne faut pas se le cacher, mais s'appuyer là-dessus nous permet de découvrir des trésors de culture, de rapport au monde, de rapport au cycle naturel, qui permettent de tenir ferme, si on veut, face aux dictats conceptuels d'abord, et puis financiers, idéologiques, qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire de demander de faire des efforts pour le climat à un peuple qui produit le moins de CO2 sur la planète? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de nous parler de résilience à nous? Et surtout, à qui nous adressons-nous? À qui va-t-on parler? En quelle langue on va le parler? En français, en anglais? Ce n'est pas certain. Et donc, se recentrer en réalité sur à qui on s'adresse, c'est lui parler dans sa langue, qui sont nos langues à nous en réalité, parce que nous ne sommes pas étrangers à ça. Ça nous permet de découvrir des trésors, comme je dis, de culture, et ça nous permet de penser de nos catégories, proposer nos points de vue et sauver non seulement nos cadres de vie, mais également notre culture, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de maisons ou de PIB, mais il s'agit véritablement de préserver ce qui doit être préservé, ce qui mérite de l'être, c'est-à-dire aussi nos cultures. Et surtout de se demander qu'est-ce que c'est, par exemple, d'avoir une langue comme l'évé autant ancrée dans le cycle naturel, dans un contexte où ces cycles sont en train d'être complètement déstabilisés. Et donc, proposons notre vision du monde, mettons les choses sans dessus dessous s'il le faut, et imposons également aux autres notre vision depuis là où nous sommes. Tout ça, je l'ai découvert un peu en tirant le fil de quoi? D'expliquer le défi climatique dans les mots de ma grand-mère. Sur ce, je vous dis vive l'Afrique et merci à vous.